Coucou les arcanes, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Je tenais d'abord à vous remercier tous chaleureusement pour l'accueil que vous avez fait à l'édition 2025 du Tarot Books Challenge. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous concocter cette nouvelle édition en y ajoutant quelques petites nouveautés, etc. J'appréhendais beaucoup de publier la vidéo parce que j'avais peur que ces nouvelles idées vous plaisent pas, ou que vous trouviez ça trop complexe, bref. J'avais un petit peu peur, mais je suis franchement très contente que l'idée du Tarot Books Challenge 2025 vous plaise et que vous soyez aussi nombreux à participer. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Comme chaque année pour ce challenge littéraire, je vous fais une vidéo avec quelques recommandations pour chaque carte qui sont mis à l'honneur au cours du Tarot Books Challenge. Et cette année, comme nous avons l'honneur d'être avec toutes les arcanes majeures, eh bien je vous propose de commencer tout de suite parce que 22 livres dans une vidéo, ça va faire beaucoup. En tout cas, si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce et un commentaire sous cette vidéo. Je serais curieuse de savoir quel tirage vous avez choisi pour le Tarot Books Challenge 2025 et potentiellement quelle allégeance vous avez. Est-ce que c'est le soleil, la mort ou le pendule? Je commence tout de suite avec l'arcane qui ouvre le tarot divinatoire et c'est celui du fou. En mots-clés, nous avons quête initiatique, road trip, épreuve, jeu, tournoi et nouvelle saga. Pour cette arcane-ci, je vous propose de découvrir une nouvelle saga avec un titre qui est assez connu, si vous ne l'avez pas encore lu, et qui irait tout à fait dans les mots-clés épreuve si on veut, en tout cas jeu et tournoi. Il s'agit du premier tome de Caraval de Stéphanie Garber. Alors je ne l'ai pas avec moi parce que je les ai lus en e-book, mais j'ai l'immense espoir d'un jour pouvoir acheter la saga au complète avec la petite nouvelle qui s'appelle Spectacular, qui est disponible dans un magnifique coffret, mais en version anglaise. Alors oui, je ne suis pas bilingue, mais j'ai pas l'impression que ça soit un titre très compliqué à lire en anglais, et étant donné que je l'ai déjà lu en e-book en français, je me dis que ça peut toujours le faire si je redécouvre cette saga en version originale. Pour ceux qui ne connaissent pas encore la saga Caraval, nous allons suivre Scarlett avec sa sœur Donatella, et la sœur de Scarlett donc rêve de participer au grand jeu Caraval qui se déroule, il me semble, sur une île à peu près chaque année avec le fameux maître légende qui dirige tout ça. C'est une série de jeux absolument magique apparemment et elle rêve d'y participer. Un jour, ils reçoivent la fameuse lettre de ce légende qui les invite à participer au jeu Caraval. Mais au même moment, Donatella disparaît. Donc Scarlett va devoir partir sur ses traces aidée d'un magnifique garçon. Et ensemble, ils vont participer à Caraval. Ok, mon résumé est un petit peu bancal, ça fait très longtemps que j'ai lu cette saga. Donc je m'en souviens plus très bien du début. Mais on est dans ces vibes-là, ok? Mais je me souviens que cette ambiance autour des jeux est époustouflante. J'avais adoré tout ce qui était magie. On est comme dans une fête foraine où il se passe tout plein de choses et on ne sait pas ce qui est de l'illusion, ce qui est de la véritable magie, ou si tout simplement on perd la tête. Bref, c'était une saga pépite, je trouve, donc je peux que vous la recommander. Surtout si vous avez envie de découvrir le spin-off ensuite, Il était une fois un cœur brisé, qui pour le coup n'a rien à voir avec des jeux. La seconde carte, il s'agit de l'arcane du magicien, et en mots-clés on avait magie, sortilège, occulte, expérience et folie. Pour cette arcane-ci, donc, je vous propose de découvrir Mon ex et autres malédictions de Erin Sterling. C'est d'ailleurs Chloé, une abonnée, qui m'avait offert très gentiment ce titre-là, donc un grand merci à toi, je l'ai dévoré, c'était trop bien. Pour ce titre-ci, laissez-moi vous lire la première phrase du roman. On ne mélange pas sorcellerie et vodka. Et oui, on sait très bien que les deux ensemble, ça ne fait pas bon ménage. Puisqu'on va être avec Vivienne qui vient de se faire larguer par son compagnon, ou du moins après une dispute. La relation éclate, c'est une rupture qui est inévitable. Et elle se retrouve avec sa cousine en train de faire un petit jeu de sorcellerie, surtout après un tirage de cartes assez catastrophique. Vivienne va noyer son chagrin dans l'alcool avec sa cousine et à un moment donné, ils vont se dire mais quelle brillante idée de jeter une malédiction à son ex. Petite chose que j'aurais dû vous préciser aussi, c'est que Vivienne et sa cousine sont de réelles sorcières. Donc forcément, si elles pensent que la malédiction n'a pas tout à fait fonctionné, il se pourrait bien que si. En tout cas, rien ne va se passer durant à peu près 12 ans. À peu près ce temps-là, où les deux anciens amants se sont séparés et Rhys a d'ailleurs quitté la ville. Vivienne est restée dans le petit village et le jour qui célèbre les fondateurs de la ville, Rhys va revenir en ville et c'est là que les catastrophes vont commencer. On est sur une comédie romantique remplie de magie, alors c'est pas quelque chose qui casse trois pattes à un canard, je le reconnais, mais disons que ça fait du bien de lire un petit livre comme ça entre deux grosses pavasses de fantasy qui est assez léger, où plein de péripéties vont s'enchaîner dans une humeur très magique et aussi très romantique, parce que vous vous doutez bien, les deux vont finir par se rapprocher pour essayer de faire en face ensemble aux multitudes de catastrophes qui se déroulent dans la petite ville, et aussi accessoirement essayer de retirer la malédiction qui a été jetée sur Rhys.
C'est un petit bonbon, j'ai passé un excellent moment, c'est plein d'humour, c'est bienveillant aussi dans un sens, et c'est surtout rempli de magie. La troisième arcane de ce Tarot Books Challenge, il s'agit de la grande prêtresse avec des mots-clés comme mystère, secret, prophétie, légende, divination et société secrète. Personnellement, pour cette recommandation, j'ai misé sur les mots-clés mystère, secret et société secrète avec un de mes plus gros coups de cœur. Il s'agit de la 9e maison de Lade Bardugo. Si vous aimez bien les campus américains avec des sociétés secrètes, de la magie, des fantômes, des meurtres, du sang et autres trucs du genre, je pense que vous allez adorer ce bouquin. Alors je vous préviens, c'est une histoire qui est assez complexe, qui est aussi riche en termes de détails, donc elle est très exigeante. Oula, j'ai du mal à le dire celui-là. Donc elle est très exigeante en termes de concentration, donc faut être préparé quand on va sur ce type de lecture, mais franchement c'était absolument pépite. Dans cette histoire, nous allons y suivre Alex Stern qui vient de vivre une catastrophe, mais vraiment une terrible tragédie. Elle était dans son appartement avec ses colocataires et c'est la seule survivante. Il y a eu un véritable massacre, personne ne sait ce qui s'est passé. Elle-même ne sait pas trop l'expliquer. Sur son lit d'hôpital, il y a quelqu'un qui va lui donner une seconde chance de réussir dans la vie. Il s'agit d'un des directeurs de la 9e maison. Au sein de l'université de Yale, il va lui proposer donc d'intégrer cette société secrète pour faire partie un petit peu des gardiens, puisqu'elle a une capacité assez extraordinaire, Alex Stern. Elle est capable de voir les fantômes. Elle et son mentor Darlington vont donc encadrer les multitudes de sociétés secrètes qui sont au sein de l'université de Yale et qui font quelques pratiques occultes pas très sympathiques la plupart du temps. Sauf qu'un jour, il y a le corps d'une étudiante qui est retrouvée sans vie et elle va devoir enquêter, mais toute seule, parce qu'elle n'est pas avec son mentor Darlington, et on comprend qu'il a lui-même disparu. Dans cette histoire, on va jouer entre deux temporalités, sa partie apprentissage, on va dire, avec Darlington, et la partie présent, où on va la suivre en train d'enquêter sur le meurtre de cette jeune fille, et en même temps essayer de comprendre ce qui est arrivé à Darlington. Comme je vous le dis, j'ai adoré cette histoire, franchement ça a été un véritable coup de cœur, j'ai d'autant plus aimé le tome 2, et je suis tellement impatiente d'avoir le 3e tome. Il me semble que c'est une trilogie, mais j'ai pas de nouvelles sur le 3e tome. Si vous avez une idée de sa parution, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, c'est une véritable pépite, mais encore une fois, c'est très exigeant comme lecture, donc essayez de vous y mettre quand vous avez l'esprit un petit peu clair, voilà, c'est pas le truc que tu vas lire à 22h30 le soir avant d'aller te coucher quand t'as les yeux qui commencent à loucher, tu vois ce que je veux dire? Pour la carte de l'impératrice, avec des mots-clés comme maternité, indépendance, rénome, female rage et urban fantasy, j'aimerais vous présenter une de mes récentes lectures qui, à mon avis, correspond tout à fait au mot-clé Female Rage parce que c'est ainsi que nous l'a présenté en fait la maison d'édition et l'autrice, et c'est une volonté qui est très très forte finalement aussi dans le roman. Il s'agit de Peau d'âme d'Old Ziegelmeyer, j'espère que je le prononce bien. Donc le premier tome, Les Lilas du Roi, c'est une magnifique édition quand même, regardez-moi ce jaspage, en plus vous avez plein d'illustrations à l'intérieur, je vous montre un peu comme ça. C'est donc une réécriture de Peau d'âne où nous allons suivre Blanche qui est la jeune princesse d'un duché ou quelque chose comme ça. Bref, elle fait partie des nobles et son père, elle l'a pas revu depuis de nombreuses années, depuis le décès de sa mère qui l'aimait tant. Blanche est donc un petit peu livrée à elle-même depuis tout ce temps-là. Un jour, son père revient au domaine. Elle est si heureuse de le retrouver, mais en même temps, elle appréhende un petit peu cette relation avec son père. Surtout qu'il y a un des royaumes du continent qui menace de prendre possession de ses terres. Son père trouve que c'est donc une merveilleuse idée de la marier à cet homme-là. Mais Blanche, elle n'est pas tout à fait d'accord au premier abord parce qu'elle espérait toujours en fait hériter du trône de son père, sauf que lui semble avoir changé d'avis et tient absolument à trouver une nouvelle épouse pour pouvoir engendrer un héritier. Je pense que je vais m'arrêter là au niveau du résumé puisque la dernière fois je me suis un petit peu trop laissée aller et on m'avait spoilé un petit peu lors du déjeuner où on nous a présenté ce titre-là l'année dernière qu'il y avait un certain événement qui se passait et qui fait qu'on basculait dans ce Female Rage-là. Donc je ne vous dirai rien pour ce drop-ci, par contre je vous encourage vivement à aller découvrir ce titre-là. J'ai beaucoup aimé la réécriture, même si la fin me laisse du coup un petit peu sur ma faim. J'ai passé en tout cas un excellent moment. On est sur une première partie assez douce avec une jeune fille un petit peu naïve qui va progressivement en fait se cantonner aux exigences de son père, et ce qui donne un parallèle avec notre société à nous et ce qu'on attend des femmes au jour d'aujourd'hui. Et dans la seconde partie, il y a tout qui envoie péter et ça commence à être un petit peu sanglant.
pas très longtemps, je vous rassure. Pour les âmes sensibles, vous n'allez pas devoir supporter ça très longtemps, c'est l'histoire d'un chapitre ou deux. En tout cas, c'était une chouette lecture et je vous la recommande pour la carte du coup de l'impératrice. Pour son homologue masculin, l'empereur, j'ai les mots-clés, donc discipline, autorité, pouvoir, conquête, guerre, empire et trône. Et à la base, le titre que je vais vous présenter, je l'avais positionné sur la carte de l'impératrice. Il fonctionne tout à fait. Il fonctionne aussi pour beaucoup d'autres cartes, mais il coche absolument toutes les cases de l'empereur. Donc je ne pouvais que vous le recommander pour cet arcane-là. Il s'agit de La Bénie de Césarée de Liz Chrysler. Ce livre est une pépite, c'était un gros coup de cœur quand je l'ai lu l'année dernière. Disant que l'impératrice Verena règne justement sur Césarée, elle est bénie par ce dieu du soleil et est capable de manier la lumière. Toutefois, tout le monde la prend pour sa sœur Livia, fille illégitime du précédent empereur, et on comprend pas très bien dès le début et avec les quelques flashbacks au début pourquoi c'est la fille illégitime qui est montée sur le trône, pourquoi tout le monde la pense en fait en tant que fille légitime. Enfin, c'est un merdier sans nom, je vais pas vous le cacher au début, mais c'est normal si vous ne comprenez pas, si cet aspect-là est très compliqué en fait dès le début. Les nœuds se démêlent vers la fin du roman et on comprend en fait pourquoi. C'est une apothéose, c'est une explosion dans tous les sens du terme, c'était franchement génial. Donc dans ce roman, à l'inspiration d'Empire romain, nous allons y suivre Verena qui va tenter de jouer avec les différentes cartes qui sont mises à sa disposition, notamment en faisant face du coup à la menace d'une guerre imminente avec Arthos, les conflits qu'il y a au sein même de sa cour et notamment avec le Sénat qui prend de plus en plus de pouvoir. Corruption, trahison, complot, on veut la destituer, sa place est tout simplement menacée par les siens. Et un jour, il y a le frère du roi d'Arthos qui vient lui prêter allégeance et voilà un bon moyen d'en faire son pion et de le manipuler pour sa cause. Donc comme je vous dis, on a pas mal de retours en arrière qui nous fait comprendre comment Verena est arrivée à la place qu'elle tient aujourd'hui. Vous allez l'aimer, ce personnage, tout autant que vous allez le détester. C'est bien de découvrir un personnage qui est moraligré à ce point, avec lequel on n'est pas d'accord dans les décisions qui sont prises, mais en même temps, c'est un personnage pour lequel on va se prendre d'une grande affection. Donc c'est des sentiments qui sont très particuliers, très ambigus, contradictoires même, mais franchement, vous n'allez pas en rester indemne si vous lisez ce roman. Il est vraiment génial, je peux que vous le recommander, d'autant plus pour cette carte. Pour la carte suivante, qui est l'arcane du hiérophante, avec des mots-clés comme tradition, héritage, apprentissage, académie et initiation, je ne pouvais pas mettre un autre titre que le Manoir de Castle Cats, le tome 1, l'automne des aspirants. Si vous voulez une académie, un apprentissage, une initiation, de la magie, des petits chats, je peux que vous recommander du coup ce premier tome du Manoir de Castle Cats où on va y suivre Kovan, qui est un petit chat avec des écailles sur son pelage qui ne rêve qu'une d'une chose, c'est d'intégrer le manoir de Castle Cats pour devenir un aspirant et apprendre la magoculture, la mécanimation et l'alchimie auprès des grands maîtres. C'est une saga de fantasy jeunesse qui se déroule en 4 tomes puisque nous allons avoir chaque quart de l'année d'Aspirana qui est divisé en saisons. Le premier tome est sur l'automne, le deuxième sur l'hiver et le troisième qui est à paraître début avril est sur le printemps. Dans ce premier tome, on y retrouve donc Kovan qui va passer les épreuves d'admission pour le manoir. Mais en plus de ça, il a une petite particularité qui risque grandement de le mettre en difficulté lors de ses épreuves, mais il pourra compter sur les amis qu'il se fait au cours de celle-ci. Ce livre, c'est un bonbon, c'est réconfortant comme tout. Et je vous le dis d'ailleurs, il y a un petit vlog qui arrive sur les 3 premiers tomes. Si vous êtes team chat, bien évidemment que vous allez adorer ce roman jeunesse. Faites-moi confiance parce que je suis pas du tout jeunesse à la base et c'est l'un des rares romans, même peut-être le seul, qui me tient en haleine et dont je ne me lasse pas après 3 tomes, donc vous pouvez foncer. Et si vous êtes team chien, il y a des chances que vous basculez avec ce tome-là. Avec l'arcane des amoureux et des mots-clés comme Friends to Lovers, âme sœur, rom-com, amitié sincère et correspondance, j'ai envie de vous proposer de découvrir le premier tome d'une saga complètement délurée, déjantée, mais avec laquelle je passe à chaque fois un excellent moment. Le premier tome, il s'agit de la ballade funèbre de Art et Merci de Megan Bannon. Je vous propose ce mot-ci pour cet arcane-là, puisque c'est le mot-clé correspondance qui prend tout son sens, vu que dans cet univers-ci, nous avons Art et Merci qui vont échanger quelques lettres pendant à peu près la première moitié du roman. Art est un ranger qui va patrouiller en Tandria. Là, vous allez trouver des créatures très bizarroïdes et l'équivalent à peu près de zombies. C'est un travail pas très sympathique et surtout Art préfère agir seul, c'est un solitaire, il ne veut personne, il n'a pas vraiment de coéquipier
c'est un peu le cliché du mec bourru seul dans son coin, vous voyez? Tout le contraire de la jeune et pétillante Mercy qui tient à la place de son père les pompes funèbres dans lesquelles Art va souvent amener ses cadavres. Les deux s'envoient des pics tout le temps et un jour en fait Mercy va lui sortir quelque chose d'assez tranchant. Il l'a bien appuyé là où il fait mal en fait, si bien que ça va faire beaucoup réfléchir Art. Et un soir quand il est seul en Tandria, il va se mettre à écrire une lettre totalement anonyme qu'il destine à un ami sans forcément en fait marquer un nom et il le transmet par le service postal de Tandria et autres qui est extrêmement particulier, je suis sûre vous allez l'adorer, qui va finalement remettre cette lettre à Mercy. Et les deux vont commencer donc à échanger par correspondance tout en se voyant à côté et à s'envoyer des pics comme on les aime, mais à côté de ça ils vont se dévoiler en fait au cœur de leurs lettres et c'est très touchant de voir les deux. C'est un roman qui est pétillant, bourré d'humour, complètement décalé, déjanté, ça va vous faire rire à foison, vous allez découvrir des choses complètement what the fuck, mais en même temps vous allez être totalement attendri par les deux protagonistes, j'en suis sûre, donc n'hésitez surtout pas à découvrir ce titre-là et à enchaîner avec le tome 2. L'arcane suivante, il s'agit du chariot avec des mots-clés comme victoire, promotion, quête, voyage, courses et vacances et je suis très contente d'avoir positionné ce titre pour cet arcane-là puisque je vous en ai pas parlé, il me semble, depuis que je l'ai lu, donc ça remonte à quelques années, je crois. Mais c'est toujours bien de faire une petite piqûre de rappel, si bien que j'ai moi-même envie de l'intégrer dans ma pile à lire, j'ai trop envie de me le relire. C'est un livre que je trouve parfait pour les beaux jours, donc le printemps et aussi l'été. Je vous recommande en fait de découvrir Le Hobbit de J.R.R. Tolkien. Vous connaissez au minimum le film, j'en suis sûre. J'ai adoré découvrir le roman. J'ai commencé par les films, je suis une grande fan de tout ce qui est Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. Donc j'étais particulièrement enjouée à l'idée de découvrir Le Hobbit au format papier. Et franchement, je trouve que c'est très accessible. On est bien loin de tout ce qu'on dit du Seigneur des Anneaux. C'est un livre qui à la base, il me semble, a été écrit pour des enfants. On va y suivre les aventures de Bilbo Saquet ou Bilbo Bezac si jamais vous êtes avec la nouvelle traduction comme c'est le cas ici, qui va partir avec Gandalf et 13 autres nains à la conquête de leur cité perdue. Un voyage particulièrement éprouvant mais très riche sur beaucoup d'aspects où ils vont se rendre jusqu'à la montagne solitaire pour affronter le dragon Smaug. J'ai adoré, c'était vraiment trop bien, ça se lit absolument tout seul. Donc là, sur les mots-clés quête, voyage, mais on est tout à fait dedans puisque nous allons parcourir les terres du milieu jusqu'à la montagne solitaire. Et le film est d'ailleurs bien différent en fait du roman sur beaucoup d'aspects. Il y a des personnages d'ailleurs qui sont dans le film qui ne sont pas présents dans le roman. Il y a d'autres choses qui vont vous parler, des nouveautés que vous allez découvrir, donc vraiment je peux que vous recommander de découvrir cette petite pépite. Et franchement ça se lit hyper bien, hein, c'est très fluide, ça n'a rien à voir avec le Seigneur des Anneaux, donc foncez. Pour la carte de la justice, nous sommes avec des mots-clés comme justice bien sûr, mais aussi enquête, crime, vérité et vengeance. Pour reprendre les mots-clés enquête et crime, je vous propose de découvrir une petite cozy fantasy adulte que j'ai dévorée. Oui, j'ai commencé avec le tome 1 et je n'ai toujours pas lu la suite, mais ça c'est un autre problème. Je vous propose de découvrir Le Paris des merveilles de Pierre Pével. En plus, matez-moi cette couverture à quel point elle est magnifique. Dans cet univers, nous sommes à Paris au début du XXe siècle, mais pas le Paris tel que nous le connaissions, puisque la Tour Eiffel est en bois blanc, il y a des sirènes dans la Seine et autres créatures fantastiques se mêlent aux humains. Nous allons y suivre un très grand mage qui s'appelle le Louis Denisard Hippolyte Griffon, un mage donc du cercle de Sion très reconnu dans le milieu. Il est d'ailleurs accompagné de son petit chat Azincourt qui se prend pour un British. Et une série de meurtres va l'obliger à mettre le nez dans ses affaires très louches, accompagné d'une jeune fée qu'il connaît un petit peu trop bien. Et ça va être le début d'une aventure. Alors oui, on est sur quelque chose peut-être pas de très cosy avec des meurtres et tout ce qui s'ensuit, mais je trouve que l'ambiance générale qui se dégage de ce roman, eh bien c'est une douceur. C'était l'idée de découvrir tout ce Paris merveilleux mélangé à du fantastique avec ce système aussi autour des fées que j'ai trouvé absolument fascinante. La société de fées en elle-même n'est pas tendre, mais en même temps tout ce qui regroupe en fait cette société est très intéressant. Et donc nous allons suivre les histoires de meurtre, enquêter avec ce mage-ci et donc aussi la fée Isabelle que vous voyez sur la couverture qui est aussi une voleuse hors pair. Chaque tome va être un petit peu sur une enquête, j'ai encore le tome 2 dans ma pile à lire, peut-être que je le mettrai si jamais je tombe sur la carte de la justice pour moi. En tout cas si vous voulez un petit bonbon encore une fois en termes de lecture, je vous recommande chaudement celui-ci. La carte suivante c'est celle de l'ermite avec des mots-clés comme exil, solitude, prison, huis clos, introspection et mémoire.
Pour le côté prison, je vous propose de découvrir Savage Land de Stacey Marie Brown, le premier tome. Pourquoi j'ai aimé ce livre? Déjà parce que le protagoniste ressemble à Jason Momoa, Khal Drogo dans Game of Thrones si jamais vous voyez. Dans cette histoire, nous sommes avec Brexley qui est entraîné aux arts de la guerre depuis son plus jeune âge, puisqu'on va être à Budapest où la ville est séparée en 2 ou 3 parties. La partie des humains qui font la guerre du coup à la partie des faillis, et on a au milieu ce qu'ils appellent les terres sauvages où il y a un petit peu les rebuts de la société et où c'est la loi du plus fort qui s'applique. Brexley fait donc partie des humains, c'est une tueuse d'élite qui fait partie d'une académie et d'un ordre très sélect, mais une nuit sa vie bascule quand elle est attrapée par les faillis et qu'elle est jetée dans la prison qu'on appelle la maison de la terreur et dont personne n'est jamais ressorti. Elle va donc se retrouver dans cette prison où règne la violence et encore plus la loi du plus fort. Personne ne va être tendre avec elle, encore moins quand ils vont découvrir son identité. Ça va être violence sur violence, c'est pas du tout tendre ce qui se passe là-dedans. On n'est pas sur un roman tout beau tout rose, bien loin de là, mais en même temps on nous montre la dure réalité de la prison et la dure réalité aussi de comment les gens vont se comporter avec leur ennemi. Et peut-être qu'elle va finalement trouver un allié auprès de Warwick, le plus dangereux et aussi le plus envoûtant et séduisant prisonnier. Et donc ensemble, ils vont essayer de faire équipe pour pouvoir s'évader. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Nous ne savons pas. Est-ce qu'ils vont y arriver? Ça, je vous laisse le découvrir. J'avais beaucoup aimé cette urban fantasy, j'ai dévoré les 2 premiers tomes, j'avoue j'ai pas encore poursuivi parce que j'ai fait passer d'autres titres en priorité, mais c'est une saga que j'avais vraiment aimé, un gros coup de cœur pour le premier tome et j'étais impatiente de découvrir un petit peu plus sur Brexley et sur ce qui se passe au niveau de l'univers. J'espère que ça sera le cas, en tout cas dans le 3e tome, je suis très impatiente et j'ai hâte de retrouver notre cher Warwick. Je passe maintenant avec l'arcane de la force où on retrouve des mots-clés comme courage, résilience, persévérance, bête et férocité. Je vais vous recommander un titre que je ne vous ai pas présenté en point lecture l'année dernière, je l'ai complètement oublié alors que j'avais beaucoup aimé justement ma lecture. C'est d'ailleurs d'une autrice que j'apprécie beaucoup en dark fantasy. Pour les mots-clés bête mais aussi courage, je vous propose de découvrir du coup la harpiste des terres rouges de Aurélie Wallenstein. Dans cet univers, on part du principe qu'il est possible de se faire greffer des membres de bêtes, de monstres. Si la greffe réussit et que par chance on n'en meurt pas, il y a une possibilité pour qu'on développe un pouvoir, c'est absolument aléatoire, soit on a un pouvoir qui est extrêmement puissant, voire même dangereux, soit c'est un pouvoir totalement insignifiant. Inutile de vous préciser que beaucoup s'y risquent quand même par quête de pouvoir. Et nous allons y suivre du coup un jeune homme. Il se nomme Abraham et il apprend que son grand frère, qui est parti dans l'ouest, a été capturé par la harpiste des terres rouges et il décide lui-même de prendre la route pour aller sauver son frère. Sur sa route, il va rencontrer une bande de greffés au pouvoir absolument particulier. Il va voyager avec eux jusqu'aux terres de la harpiste pour essayer de sauver tout le monde de la tour Symphonie. Mais encore une fois, vont-ils y arriver? Vont-ils y arriver indemnes et sains d'esprit? Là est toute la question. J'ai adoré toutes les dark fantasy de Aurélie Wallenstein et je peux que vous recommander de lire celle-ci aussi. On est sur un thème qui va aborder la limite de l'esprit humain, d'autant plus que là aussi on va être sur un mélange entre l'humain et la bête, une question qui revient beaucoup finalement dans les dark fantasy d'Aurélie Wallenstein. Et bien sûr, comme le titre nous laisse penser, on va être sur un aspect musical aussi très prenant dans cette histoire. Franchement, je peux que vous recommander. Encore une fois, si vous n'êtes pas une âme sensible, parce qu'il y a certaines scènes qui peuvent un peu choquer, on est sur une histoire sombre, très dure, mature aussi. Je peux que vous recommander de découvrir cette pépite encore une fois. J'ai passé un excellent moment à découvrir justement ces mélanges entre bête et homme. Quel pouvoir vont-ils avoir? Quelle greffe va réussir? Pas réussir, et bien sûr à quel moment ils vont tous perdre la tête. Parce que oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que la harpiste des terres rouges n'est pas une femme telle que nous pouvons l'imaginer. C'est une jeune femme, oui, bien en chair, très merveilleuse en termes de courbe, mais c'est surtout qu'à la place de la tête, elle a une harpe. Voilà, j'espère que maintenant ça va vous convaincre de le lire. Pour l'arcane du pendu, qui est d'ailleurs l'un des prétendants au trône dans la bataille des arcanes majeures, nous avons des mots-clés comme sacrifice, rédemption, voyage dans le temps, flashback et attente. J'ai choisi le mot-clé rédemption pour vous proposer de découvrir cette pavasse qui est le livre maudit d'Azrael. Ce livre est une pépite écrite par Amber V. Nicole et si vous aimez les enemies to lovers, les slow burn et les explosions dans tous les sens, vous allez adorer ce roman. Ça va être très compliqué de vous le résumer parce qu'il se passe énormément de
chose dans cette histoire. Mais on va y suivre Diana qui fait partie, on va dire, du clan des méchants. C'est une sorte d'hybride de démon au service d'un grand méchant Manitou qui ne rêve que d'une chose, c'est de prendre le pouvoir sur toutes les terres. Et pour cela, il a besoin d'un artefact très précieux, le livre d'Azrael. Il va donc missionner Diana ainsi que d'autres de ses acolytes de récupérer cet ouvrage, mais sur son chemin, il y a celui qu'on appelle le destructeur des mondes, Zamkiel, aujourd'hui connu sous le nom de Liam. Liam est un personnage très complexe qui est en dépression littéralement, qui n'arrive pas à se relever suite à ses traumas. Beaucoup de traumatismes effectivement qui font suite à l'ancienne bataille qui lui vaut donc le nom de destructeur des mondes. En vrai, je sais plus si c'est exactement ça son surnom, mais c'est dans le style. Bref, tout ça pour dire qu'à un moment donné, Diana va se retrouver dans des beaux draps et qu'elle va devoir obligatoirement s'allier avec Liam pour essayer de retrouver donc le livre maudit d'Azrael. Je vais m'arrêter là sur le résumé, je trouve que c'est pas trop mal. Alors oui, cette pavasse pourrait faire peur, mais sachez que ça va, franchement, il se lit hyper vite, il se dégomme même, c'est écrit plutôt gros et c'est tellement addictif. Vous allez voir ces personnages évoluer ensemble, mais vous allez aussi les voir chacun essayer de se reconstruire et c'est là que la part de rédemption prend tout son sens, notamment auprès de Diana d'une part, mais aussi auprès de Liam parce que chacun essaie de se racheter de ses fautes passées. Et donc je l'ai trouvé vraiment excellent ce bouquin, je ne peux que vous recommander chaudement de le découvrir si ce n'est pas encore fait. En plus de ça, c'est un très bel ouvrage qui a été réimprimé et le tome 2 est déjà sorti. Nous passons maintenant au second prétendant au trône, il s'agit de l'arcane de la mort et pour les mots-clés, nous sommes avec changement, métamorphose, réincarnation et fin de saga. Pour le côté un petit peu changement et métamorphose, je vous propose de découvrir un de mes récents coups de cœur en fantasy young adulte, il s'agit de La Forêt de Grimm. C'est écrit par Catherine Purdy et elle nous propose donc plusieurs réécritures de contes au sein de ce même ouvrage. On va être dans la petite ville de Combe en compagnie de Clara qui est une jeune adolescente qui vit avec sa grand-mère cartomancienne qui, depuis qu'elle est toute jeune, lui tire à chaque fois que 2 cartes. La première, c'est la forêt maudite et la seconde, c'est la créature aux longues dents qui lui annonce une mort prématurée. Donc Clara sait très bien qu'elle va mourir incessamment sous peu, qu'elle ne va pas vivre longtemps malheureusement. Et dans le village de Combe, qui est bordé par la forêt de Grimm, la forêt de Grimm donc leur a offert un ouvrage très précieux qui est capable de réaliser un souhait par habitant. Sauf que la petite ville de Grimm est maudite depuis 3 ans maintenant, depuis que l'un des habitants a fait le vœu de tuer quelqu'un. La forêt de Grimm en colère a récupéré donc cet ouvrage, l'a enfermé dans la forêt et en plus de ça, elle attire au fur et à mesure certains villageois pour qu'ils viennent se perdre dans la forêt. La mère de Clara est d'ailleurs la toute première à s'être égarée dans cette forêt. Dès lors, chaque mois, un nom est tiré au sort pour essayer de pénétrer dans la forêt et essayer de récupérer l'ensemble de ces égarés, y compris le livre des souhaits. Mais la forêt s'y refuse, jusqu'à ce que Clara trouve un moyen un petit peu détourné pour y pénétrer. Elle va y rentrer avec Alex, son meilleur ami de toujours, qui lui-même a perdu sa fiancée dans la forêt de Grimm la veille de son mariage. Les deux vont être accompagnés de la sœur aussi de la dite fiancée et qui est accessoirement la meilleure amie de Clara. Notre trio va donc pénétrer dans la forêt pour accomplir leur quête, mais dans cette forêt, il vaut mieux se méfier des princesses que du grand méchant loup. Et c'est dans cet aspect-là que je tiens à vous dire que j'ai adoré ce roman, même si la romance et les personnages font assez young adulte, la réécriture de contes a un aspect assez sombre que j'ai absolument adoré. Je les ai trouvées assez originales dans la réécriture. Il y en a plusieurs, je vous dirai pas lesquelles, je vous laisse la surprise, mais c'est en ces réécritures-là que j'ai absolument adoré ce roman. Il est plutôt lent, il est aussi avec pas mal de romance, mais vraiment la réécriture c'est le gros point fort et je peux que vous encourager à aller découvrir ça. En ce qui concerne maintenant la carte de la tempérance avec des mots-clés comme équilibre, guérison, patience, slow burn et réconciliation, je voudrais vous faire découvrir un de mes livres préférés qui va mettre en avant les mots-clés guérison, mais aussi slow burn et réconciliation aussi dans un certain sens au fur et à mesure des tomes. Il s'agit de la saga Gods of Men de Barbara Kloss. La magie est interdite dans les 5 provinces et nous allons y suivre Imari qui est la princesse illégitime du tsar de Istra. Un jour, son père lui demande de jouer de la flûte pour les représentants des divers royaumes qui se sont réunis autour de la table. Et Imari, voilà la parfaite occasion de jouer de la flûte que son frère vient de lui offrir. Et au fur et à mesure de sa représentation, l'ensemble des spectateurs s'endorment, sauf que la petite sœur d'Imari qui écoutait derrière la porte en est morte. Prise de culpabilité et surtout d'un profond chagrin, Imari va fuir le pays d'Istra pour aller tout au nord dans les landes sauvages
où elle va prendre le pseudonyme de Sable. Sous la bienveillance d'une mentor, Sable va devenir une grande guérisseuse dans les landes sauvages. Et à côté de ça, nous avons aussi Jerick, qui est lui le prince de Corinthe, qui va se voir missionné par son frère d'aller retrouver cette fameuse guérisseuse très connue des landes sauvages pour sauver son père qui est très malade. Donc autant vous dire que les deux vont avoir beaucoup de mal à s'entendre. C'est un enemies to lovers mais aussi un slow burn et on va se retrouver dans ce voyage au milieu de ces terres avec les différences de chacun, les différences de culture. Ils vont devoir ensemble avancer main dans la main pour leur objectif plutôt commun, surtout qu'ils vont avoir des forces assez malfaisantes aux fesses. Pour ceux encore qui aiment beaucoup la musique, sachez que la magie justement dans ce monde-ci, surtout pour un personnage en particulier comme vous l'aurez compris, prend place autour de la musique. Donc j'ai beaucoup aimé la manière dont c'était travaillé dans ce roman. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on est avec un univers très richement construit, avec des conflits autant politiques que magiques et des enjeux aussi qui nous appellent à la compassion, à la réflexion aussi sur la différence de culture et comme quoi on peut toujours parvenir à dépasser nos différences pour retrouver des liens. J'ai trop aimé la moralité, même s'il me reste le tout dernier tome à lire et que je n'ai pas envie de me séparer de nos deux protagonistes. Pour l'arcane du diable, avec les mots-clés tromperie, toxicité, piège, trahison, obsession et ombre, je vous propose de découvrir du coup Runborn de Ariel Holst, une dark fantasy qui prend des inspirations de mythologie nordique. Et ce livre ira parfaitement dans le côté piège, obsession aussi si on a envie, et aussi tromperie. Dans cette histoire, le Ragnarok a eu lieu, donc c'est l'apocalypse dans la mythologie nordique. Et dans les derniers instants des dieux, Odin a transmis une essence de chaque dieu dans une rune qu'il a lui-même transmis à certains humains. De génération en génération, ces runes se sont transmises et au jour d'aujourd'hui, pour pouvoir faire renaître les dieux, les runes doivent être à nouveau toutes assemblées. Sauf qu'il y a plusieurs manières de faire. C'est-à-dire que vous pouvez vous faire des alliés avec bon nombre de personnes possédant ces runes et aller tous ensemble faire le rituel, ou vous pouvez tout simplement opter pour la solution de facilité, c'est-à-dire buter tout le monde et récupérer la rune qui se transmet justement d'un mort à un vivant. Et plus particulièrement dans ce tome 1, nous allons suivre Tyr qui va essayer justement d'échapper à ces gens assez malfaisants qui n'ont pas les mêmes ambitions que lui et essayer de survivre et de trouver d'autres porteurs de runes pour accomplir le rituel. Le tome 2 est à paraître incessamment sous peu et se porte sur ce personnage-là. Ça va être une trilogie, on a les 3 personnages de coup sur la couverture. Je suis personnellement très impatiente de découvrir la suite puisque le tome 2 sort incessamment sous peu. On va avoir un tome sur chaque personnage que vous voyez sur la couverture. Le premier est donc sur Tyr, le deuxième est sur elle, et le troisième, je ne sais plus, je crois qu'on nous le dit pas encore. Et chaque essence va transmettre aussi un petit peu du caractère de chaque dieu. Et j'ai beaucoup aimé comment cette dark fantasy young adult a été maniée. J'ai beaucoup aimé tous les aspects sombres de l'univers et comment notre personnage est martyrisé au plus haut point et comment il va réussir à se faire des alliés dans sa quête justement pour rassembler tous les porteurs de runes. Encore une fois, n'oubliez pas les mots-clés obsession, piège et tromperie, vous n'allez pas être au bout de votre peine avec ce roman-là. Pour l'arcane de la tour, avec des mots-clés comme chaos, apocalypse, dystopie, destruction, ruine et rupture, je vous propose là aussi de découvrir un de mes coups de cœur l'année dernière. Il s'agit de Porcelaine sous les ruines de Ada Vilvalda. Là encore une fois, si vous aimez les enemies to lovers et les slow burn, vous pouvez foncer. D'autant plus si vous êtes adepte de tout ce qui est joute verbale très bien construite, très piquante et très mordante, vous allez être ravis. Les derniers habitants de la Terre sont donc répartis sous différents îlots, sous différents archipels. Et là, nous allons être sur celle d'Hibernia, qui est à peu près l'ancienne Irlande. La dame des lieux se nomme Alba et c'est un génie qui est en exil, puisqu'elle a accordé trop de vœux aux humains, ce qui fait qu'elle a été bannie de la Terre des génies. Elle erre depuis des siècles sur la Terre des humains et prend soin de l'archipel d'Hibernia. C'est d'ailleurs la seule archipel qui est assez prospère en termes d'alimentation, etc. Ils ont découvert un moyen de faire de la culture qui est assez extraordinaire pour les autres archipels, notamment celles voisins, qui est très farouche et qui est très demandeuse aussi de découvrir son secret pour être aussi prospère. Sauf que ce secret est justement bien gardé par Alba et les habitants d'Hibernia. Mais l'archipel voisin n'a pas dit son dernier mot, au contraire, ils envoient un émissaire charmant, séduisant et particulièrement irritant auprès de Alba pour découvrir justement ce qu'elle cache. C'est un roman contemplatif, très poétique dans la manière dont c'est construit, dans le maniement des phrases, dans les joutes verbales même. J'ai trouvé ce roman absolument parfait sous
plein d'aspects. C'est une romance très douce mais en même temps très piquante, dans une ambiance très pluvieuse, dans une Irlande d'époque, parce que même si on est dans un aspect futuriste, on est vraiment dans un âge ancien, dans la manière de vivre des habitants. C'était cosy à souhait, c'était enivrant, c'était totalement poétique. Je ne peux que vous recommander chaudement de découvrir aussi encore une fois ce roman qui a été un véritable coup de cœur pour moi. Donc foncez, il n'y a plus d'excuses, c'est parfait pour beaucoup de cartes aussi du challenge. Et encore une fois, si vous aimez bien un peu le mode de vie d'époque, les enemies to lovers vraiment aux joutes verbales qui sont bien construites et où vous allez avoir une répartie qui est habilement maniée, c'est génial au niveau de la relation entre les deux protagonistes. La romance fait tout à fait le taf et vous allez vous prendre d'affection pour tous les personnages, autant bien les personnages principaux que secondaires. L'aspect magique par contre au travers des génies n'est pas ce qui va prédominer dans l'histoire, c'est vraiment la petite touche on va dire de fantastique, la petite cerise sur le gâteau, mais vous n'allez pas avoir un aspect qui est extrêmement développé à ce niveau-là. Mais le reste en vaut largement la chandelle. Pour l'arcane suivante qui est l'étoile, nous sommes avec des mots-clés comme rêve, espoir, cosy, poésie et contemplatif. Forcément avec de tels mots-clés, je ne pouvais pas passer à côté de mon livre préféré. Il s'agit de La vie invisible d'Adi Larue de V.J. Schwab. Là pour les mots-clés espoir et contemplatif, même un petit peu de poésie, vous êtes parfait avec ce livre-là puisque nous allons suivre donc Adi Larue qui est prisonnière du temps et victime d'une malédiction parce que personne ne se souvient d'elle. Par une nuit de 1714, alors qu'elle va tout juste marcher vers l'hôtel, Adi Larue s'enfuit au travers de la forêt en plein désespoir pour pouvoir échapper à ce destin qu'elle n'aspire pas. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est voyager, c'est être libre. Et au cœur de la forêt, elle va prier quiconque peut l'entendre de répondre à son appel. Pourtant, on lui a bien dit toujours de se méfier et de ne jamais prier les dieux de l'obscurité. Et c'est d'ailleurs l'un de ces dieux-là qui va lui répondre ce soir-là. Il va donc lui promettre ce qu'elle rêve, le voyage, la liberté. Et pour cause, Adi Larue devient éternelle, mais par contre personne ne peut plus se souvenir d'elle. Nous sommes donc sur une vie éternelle remplie de solitude où Adi Larue va naviguer au travers des âges, essayer de survivre alors que plus personne n'arrive à se souvenir d'elle, c'est-à-dire que dès que les personnes passent le pas de la porte, quand ils reviennent, ils ne savent pas qui elle est. C'est une histoire absolument touchante, de résilience aussi, de persévérance et d'espoir. Il y a un côté avec l'art aussi qui est très prenant parce que ce que rêve Adi Larue, c'est un petit peu de déjouer cette malédiction, de déjouer le diable et de réussir à faire en sorte qu'elle marque l'histoire d'une certaine manière. Dans cette histoire-là, nous allons être avec deux temporalités, donc en 1714 sur les débuts d'Adi Larue avec sa malédiction et au jour d'aujourd'hui à New York, comment elle vit maintenant et son petit jeu avec le diable aussi qui va revenir et comment elle va essayer justement de déjouer la malédiction. Étant donné que c'est l'un de mes livres préférés, bien sûr que je vais vous dire que j'ai absolument aimé ce livre, je n'ai pas pu me détacher de mon roman. C'était ce côté assez addictif, vous savez, où vous arrivez à un point de bascule où vous ne pourrez plus lâcher votre roman, où vous avez besoin d'en savoir plus. Et je suis sûre que ce livre va vous toucher au plus haut point sous divers aspects aussi. Pas facile aussi de mener une vie de solitude à travers les siècles, comment on fait aussi pour établir des relations, pour ne pas être seul. Et c'est bien sur ce point-là que mise justement le diable pour pouvoir s'emparer de l'âme d'Adi Larue, c'est sur ce côté solitude qui l'apaise et à quel moment elle va craquer et s'offrir d'elle-même et offrir son âme. C'est toute la question et je suis impatiente d'avoir votre avis si jamais vous lisez ce livre-là. En tout cas, moi, ça me donne envie d'en faire une relecture. Nous arrivons avec les deux dernières arcanes majeures du Tarot Books Challenge édition 2025. Je poursuis avec l'arcane de la lune avec des mots-clés comme illusion, utopie, énigme, peur, créature lunaire et protection. Je vous l'avais dit lors de ma vidéo d'annonce, vous pouvez très bien miser sur des gens qui vivent sur la lune, ça le fait aussi. Et donc c'est dans ce sens que j'avais positionné créature lunaire. J'ai rajouté à cela protection avec la fille de la déesse de la lune de Sulintan. Premier tome d'une duologie que je n'ai toujours pas complété malgré que le tome 2 soit dans ma pile à lire depuis quelques temps déjà. La déesse de la lune est prisonnière justement de la lune depuis qu'elle a enfreint une règle très particulière du royaume céleste. Elle a volé l'élixir d'immortalité. Depuis, elle est prisonnière donc de la lune, n'a pas le droit d'en sortir et elle est maintenue captive. Xinyin est la fille de la déesse de la lune. Personne ne
sait qu'elle existe. Sa mère et tous ceux qui vivent sur la lune protègent ce secret et aussi Xingyin, jusqu'à un jour où Xingyin découvre qu'elle a des pouvoirs et qu'il la trahissent, si bien qu'il y a l'empereur et l'impératrice du royaume céleste qui se rendent sur la lune pour connaître ce qui s'est passé et d'où vient cette magie qu'ils ont ressentie. Xingyin est alors contrainte de fuir, elle va passer incognito au sein du royaume céleste et se lier avec le fils de l'empereur dans l'espoir de trouver un moyen justement de libérer sa mère, la déesse de la lune. Je suis désolée, mon résumé est un petit peu bancal, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas lu ce livre-là, donc c'est plus très frais dans ma tête. De ce que je me souviens en tout cas, c'est que la fille de la déesse de la lune va se rapprocher du fils de l'empereur et va apprendre avec lui un certain nombre de choses. Elle va assister à des leçons en sa compagnie pour pouvoir intégrer l'armée du royaume céleste et aller combattre ensuite des créatures mythiques et légendaires. J'ai adoré cette partie justement plutôt secondaire qu'on retrouve dans la deuxième partie du roman où elle va combattre des créatures mythiques. J'ai absolument aimé cet aspect-là, il y avait beaucoup cette ambiance de mythologie chinoise qu'on va retrouver. C'était absolument enivrant. Très réconfortant aussi dans un certain sens dans la manière dont c'est narré parce qu'il y a un aspect onirique qui est très présent. Pour ceux qui ne sont pas très réfractaires aux sortes de triangles amoureux, je vous conseille de vous diriger vers ce titre-là. Je suis sûre que vous allez passer un excellent moment. Et enfin, j'arrive avec la toute dernière arcane qui est celle du soleil. On retrouve des mots-clés comme Grumpy Sunshine, célébration, joie, réussite et lumière. Et c'est pour le trope Grumpy Sunshine et aussi pour le mot-clé lumière que je vous propose de découvrir une de mes récentes lectures, Le chant de la reine Corbeau de Elisabeth Lozak, qui est le premier tome de la saga La Guerre des Ombres. Par une froide nuit d'hiver, Vassilia, princesse d'Émérite, se retrouve réveillée par les hurlements de son père et une odeur de fumée puisqu'il y a un incendie qui s'est aussi déclaré dans la tour du château. En fuyant les flammes qui ravagent cette partie du château et aussi l'assassin qui s'est introduit dans sa chambre, elle va faire face à un autre groupe d'assassins comme quoi on a bien compris qu'ils avaient envie de buter la famille royale. Elle va être la seule survivante de ce massacre et tout le monde va penser d'ailleurs à un incendie qui est accidentel. Elle va bien garder ce secret et Vassilia va monter alors sur le trône. Mais pour pouvoir accéder à ce trône-là, elle doit être mariée et elle va jeter son dévolu sur un jeune érudit, Adrien, qui aspire à intégrer l'ordre. Un garçon qu'elle pense tout à fait manipulable et à qui elle va faire prêter serment. Paraît un moyen assez détourné, le mec était peut-être un petit peu naïf sur le début. Les deux vont devenir roi et reine d'Émérite et Adrien n'est pas prêt à accepter cette entourloupe dans laquelle Vassilia l'a embarqué. On va commencer sur un petit ennemi Stoolovers au début, sauf que Adrien c'est un gentil comme gars. Bref, je vous en parlerai plus en point lecture, mais j'ai adoré ce roman-là, je l'ai trouvé très agréable, même si on est sur un premier tome qui est assez introductif. Les informations sont distillées tout au long de l'histoire et sont suffisamment bien travaillées et bien amenées pour pas avoir ce côté très dense et aussi ce côté suffisamment agréable et dynamique pour ne pas s'ennuyer. Là aussi, j'ai beaucoup apprécié ma lecture et je peux que vous recommander, d'autant plus que on va avoir de la magie qui va s'en mêler, y compris la fameuse épée d'Elenia Cerciel que Vassilia possède et qui est capable de s'illuminer d'une lumière tout à fait éclatante. Et voilà tout le monde, nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et que ça aura pu vous aider et vous donner quelques idées de livres pour compléter votre tirage du Tarot Books Challenge 2025. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire sur quel tirage vous comptez partir et aussi sur à peu près quelle allégeance vous vous trouvez dans ce tirage. En tout cas, en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!